Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis, bon dimanche. Et c'est un dimanche de rentrée. Oh, elle est déjà bien entamée notre rentrée. Et pourtant il y a un ami dont on va parler ce matin. Un ami du petit déjeuner, un ami de la rentrée, un ami de nos journées. Vous voyez de qui je parle? Mais si, un produit alimentaire qui nous aide bien le matin à nous sentir bien, à nous réveiller et après à tenir le coup au boulot ou pendant les loisirs aussi, hein, c'est utile à tout. Je veux parler du café. Et oui, le café, c'est le produit de la rentrée, hein. On en a besoin souvent quand on sort des vacances et qu'on a besoin d'un petit coup de fouet, hein, le petit noir du matin, on aime ça. Alors justement, j'ai passé un coup de fil à une grande dame du monde du café. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Anne-Richard Bélanger. Bonjour Vincent. Merci d'être avec moi à l'antenne ce matin, ce dimanche, à l'heure du café. 10h, c'est encore l'heure du café. De toute façon, vous diriez certainement que l'heure du café, c'est toute la journée en ce qui vous concerne, hein? L'heure du café, c'est toute la journée, mais c'est vrai que le matin, c'est quand même bien. Le matin, c'est bien, c'est des bonnes habitudes. Alors, Anne-Richard Bélanger, dans votre nom, Richard, eh bien, il y a le groupe Richard. D'ailleurs, le groupe s'appelle maintenant Ricardo, hein, qui englobe toutes les composantes des cafés Richard. Oui, alors la maison Richard, elle a commencé dans le vin en 1892. Donc là, on fête nos 130 ans cette année. Génial. D'abord dans le vin et ensuite dans le café depuis les années 50. Donc c'est vrai que c'est une histoire longue et durable. D'ailleurs, vous êtes au château de Roquefort, là. Hein. Vous me répondez depuis vos terres viticoles en pleine vendange, j'imagine? En pleine vendange, le blanc est terminé et on va attaquer le rouge. Donc c'est vrai que le terroir toujours au cœur des préoccupations. En région bordelaise, donc la famille Richard, on s'occupe de boissons, hein, que ce soit le vin ou le café. Alors j'ai souhaité vous parler ce matin et vous entendre surtout parce que vous êtes une voix écoutée et assez rare en définitive. Vous exprimez assez peu en général sur le sujet du café. Pourtant, vous avez une maison qui est connue, reconnue. Plutôt tourné vers ce qu'on appelle CHR, hein, café, hôtel, restauration. Plutôt tourné vers le hors domicile, en effet, parce qu'on est plutôt auprès des professionnels, que ce soit historiquement, bien sûr, les bistrots, les brasseries, les hôtels. Voilà, donc le CHR, hein, et tout ce qui est aussi boulangerie aujourd'hui et autres endroits où maintenant se consomme le café. Alors, je ne vous aurais pas appelé il y a 1 an et demi, certainement, parce que tout le monde était un petit peu, comment dire, refermé autour de l'idée que les vendeurs de café souffraient, et notamment ceux tournés vers les cafés et la restauration. Ça a été dur, la traversée de la fermeture des restaurants? Ça a été très dur, hein, très dur. Du jour au lendemain, on a tous nos clients en dehors bien sûr, des hôpitaux, maisons de retraite, boulangeries, mais tout le CHR, tous les restaurants, les bistrots, tous les cafés de France ont fermé leurs portes du jour au lendemain. Oui, on s'en souvient, hein, cette fermeture administrative hallucinante, hein, de violence. Ouais, donc les confinements qu'on a tous connus, voilà, tous les bistrots, tous les comptoirs ont fermé. C'est, je pense, à ce moment-là qu'on s'est rendu compte combien ils étaient importants dans notre quotidien et combien ils nous manquaient quand ils étaient plus là. Et oui, parce que le café qu'on boit au comptoir, c'est pas le même que chez soi, hein, pas du tout. Hein. Le café qu'on boit au comptoir ou qu'on boit sur les terrasses des bistrots est un café qui est confectionné avec aussi des machines de professionnels. Bien sûr. Les fameux les percolateurs. Avec les machines à expresso. C'est vrai qu'en France, on le boit beaucoup sous forme d'expresso dans les cafés, dans les brasseries. Et c'est même si aujourd'hui on a des nouvelles méthodes de préparation qui commencent à voir le jour et qui sont très innovantes, c'est vrai que c'est encore sous forme d'expresso que se boit beaucoup de café en France. Et ça a progressé d'ailleurs, hein, il faut le dire. Les mélanges qui étaient largement des mélanges de... il y a 2 grandes familles de café, on va pas faire les spécialistes, mais il y a les Robusta et les Arabica. Les Arabica sont beaucoup plus fins. Jadis, le café du comptoir, c'était vraiment du Robusta. Hein. Maintenant, ce sont des blends où il y a de plus en plus d'Arabica.
Il y a de plus en plus d'Arabica. C'est vrai que C'est bien meilleur, il faut le dire. Hein. Moins caféiné, mais bien meilleur. Les Arabicas sont généralement plus fins. C'est vrai qu'il y a quand même des très bons Robusta qui peuvent apporter aussi une charpente à partir du moment où vous en mettez 20% dans un très bon assemblage. Mais c'est vrai que le goût des consommateurs aujourd'hui va vers un peu plus d'acidité. De fraîcheur en quelque sorte. Moins d'amertume mais plus d'acidité. Exactement. Donc soit c'est des assemblages purs Arabica, voire des pures origines, qui aujourd'hui sont plébiscités par les consommateurs aussi. Et d'ailleurs, ça a forcé à changer la torréfaction aussi, j'imagine. Hein. La torréfaction, elle est plus douce. On parle toujours du goût italien qui est très brûlé. Les Français aiment un café un peu moins torréfié, un peu moins cuit. Oui, exactement. Les Français aiment les cafés qui sont entre deux, c'est-à-dire pas aussi torréfiés qu'en Italie, mais un petit peu plus torréfiés que dans certains pays anglo-saxons, qui ont découvert l'expresso bien après nous finalement, et qui ont commencé par des torréfactions très très légères. Aujourd'hui, ils se rapprochent un peu plus de nous parce qu'ils se rendent compte que l'équilibre d'un assemblage ou d'une pure origine était plus intéressante quand la torréfaction était entre deux, un peu médium, si vous voulez. Oui, parce que autrement, évidemment, on n'a pas ce côté, comment dire, ce goût qui fait le goût du café, le goût du brûlé, en fait, hein, en quelque sorte, si on torréfie trop peu. Le goût du brûlé, c'est un défaut, ça. Il est vraiment. Non, mais quand. Oui, alors. Mais le goût de la torréfaction, c'est vrai que le goût, il faut vraiment que la torréfaction. Du grillé, alors je vais dire plutôt que du brûlé. Un peu plus du grillé, exactement. Ouais, bon. Du torréfié, du bon torréfié. Là, on essaye, on a le nez dans la tasse. Anne Richard Bélanger, franchement, vous êtes sortie de cette période critique. Est-ce que l'activité a bien repris pour vous et pour vos concurrents? L'activité a bien repris parce que tous les établissements ont rouvert et c'est vrai qu'on a eu le plaisir cet été d'avoir beaucoup de touristes qui sont revenus en France. Donc les terrasses ont fait le plein, il a fait très beau, quelquefois un peu trop chaud. Trop chaud pour boire du café chaud, mais on pouvait boire frappé. Voilà. Et même quand il fait trop chaud, c'est vrai que on a du mal à aller même sur les terrasses. Mais dans l'ensemble, on a eu une très belle fréquentation, donc tout a rouvert et ça, c'est quand même plaisir. Ça fait plaisir de revoir beaucoup de monde dans les bistrots et dans les établissements. Par contre, cette crise aura laissé quand même des traces dans les habitudes et dans la fréquentation des établissements. Voilà, on a vu apparaître d'autres habitudes, beaucoup plus de télétravail, bien sûr. Des quartiers d'affaires comme la Défense qui ont beaucoup moins de fréquentation qu'avant dans les établissements. Donc c'est vrai que cette crise laissera des traces, des problèmes de recrutement chez nos clients qui font que ils ouvrent quelquefois leurs affaires un peu plus tard dans la matinée. Donc le café du matin, le café au comptoir, heureusement qu'on a ces terrasses qui sont vraiment un endroit où on a envie de boire son café. C'est vrai que le café du matin, il y a un petit peu moins de fréquentation qu'avant. Oui, mais est-ce que c'est compensé par la consommation dans le domicile, enfin au domicile, parce que vous n'avez pas attendu le confinement et la fermeture administrative pour ouvrir une série de boutiques qui sont des cafés de spécialité, qui sont les comptoirs Richard, qui sont vraiment à l'adresse du consommateur final, là. Alors c'est sûr que le consommateur maintenant peut avoir accès chez lui à des cafés de qualité. Surtout et des avec machines. Les broyeurs espresso, des machines qui ont beaucoup progressé pour la facilité d'utilisation. Voilà, c'est des broyeurs, des robots qui partent du grain. Là, on sent vraiment un engouement pour du consommateur qui revient peut-être. Enfin, il y a toujours bien sûr l'engouement pour les doses individuelles. La dosette, c'est irremplaçable, surtout au bureau. Enfin, mais bon, comme il y a de moins en moins de bureaux. Mais il y a un souci quand même au niveau de l'environnement, de plus d'écologie, de faire moins de déchets et du goût. Le goût, franchement, parce qu'on peut pas vraiment choisir son origine et son café. Rien ne vaut le grain, quand même. Le grain, c'est quand même la meilleure façon de consommer son café. Et c'est vrai que les broyeurs ou les robots qu'on a maintenant, qui sont un peu plus chers à l'achat, mais qui finalement deviennent tout à fait intéressants au bout d'un certain nombre de cafés. Et là, on sent dans nos boutiques vraiment un retour du grain
Et ça tombe bien parce que c'est vraiment le produit qu'on n'a jamais perdu de vue. C'est le café en grains qu'on moud en fonction de l'équipement du consommateur. Oui. Soit en grains parce que voilà, soit avec des moutures filtration s'il a d'autres équipements chez lui. Bon, la tempête est passée alors, hein? Vous êtes bien reparti là. Rassurez-moi. On est reparti et surtout un dynamisme dans le marché du café, un engouement pour le découvrir sous toutes ses formes aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour cela que je voulais vous avoir aujourd'hui parce qu'en ce moment même se tient le Paris Coffee Show au Parc Floral de Paris dans le bois de Vincennes et on va avoir dans une seconde après la publicité David Serruis, le président du collectif Café qui organise le Paris Coffee Show. Merci beaucoup Anne-Richard Bélanger et longue vie à vos cafés sur le zinc et en terrasse, j'ai compris. Hein. Merci à vous. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ce matin, c'est moi qui suis l'ami de votre petit déjeuner avec ma tasse de café à la main. Oui, parce qu'en ce moment même se tient au Parc Floral de Paris-Vincennes le Paris Coffee Show, qui est un événement qui réunit les professionnels du secteur, bien entendu, mais aussi les amateurs éclairés qui viennent chercher les nouvelles tendances du marché. Et ça tombe bien, on est avec le président du collectif Café en ligne. Allô, allô, David Serruis. Bonjour Vincent. Bonjour David. Alors, j'ai pas dit, vous êtes certes le président du collectif Café, mais vous êtes torréfacteur vous-même, torréfacteur boulonnais, dans les Hauts-de-France, à Boulogne-sur-Mer. David Serruis, alors d'abord, expliquez-nous en un mot ce que c'est que le collectif Café. C'est une association ? Alors, le collectif est une fédération, oui, tout à fait, qui défend les intérêts des torréfacteurs, des importateurs, mais de manière générale de la filière café en France. Hein. D'accord. Voilà. Coffee shop et barista, bien sûr, aussi. Oui, mais plutôt des torréfacteurs de spécialité ou aussi des grandes maisons, des grandes marques ? Alors, on défend surtout les intérêts des torréfacteurs artisanaux, mais pas que. Hein, on a quand même chez nous aussi des torréfacteurs des grandes marques qui font aussi du café de qualité, du café de spécialité. À l'instant, on était avec Anne-Richard Bélanger en ligne. Elle fait partie du collectif Café, le Café Richard ? Bien sûr, Anne est une de nos adhérentes, non pas sous la marque Café Richard, mais par exemple la Brûlerie des Gobelins. C'est très très grande maison artisanale parisienne, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Et qui a été rachetée en fait par le groupe. Voilà. Alors, comme les cafés Verlet d'ailleurs, qui appartiennent également au Café Richard. Alors David Serruis, qu'est-ce que c'est le Paris Coffee Show ? Parce que le mot de show, on pense à une exposition plus qu'un salon. C'est pas de la vente, c'est du commercial, c'est juste du relationnel, c'est quoi ? Qui est le Paris Coffee Show ? En fait, le Paris Coffee Show est l'événement français et professionnel de la filière café. Pourquoi le show ? Tout simplement, c'est qu'on avait envie de redynamiser un congrès qui existait depuis 35 ans. Donc on est sur la 3e édition où on fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de masterclass. Voilà, on va à la rencontre à la fois du grand public, des passionnés, des gens qui souhaitent en connaître un peu plus au niveau du café, mais aussi des professionnels. Il y a à peu près 800 torréfacteurs en France qui souhaitent muter vers un café de qualité, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement tirer vers le haut. Donc voilà, donc il y a aussi des championnats qui mettent en valeur notre filière avec un championnat de torréfaction, un championnat de meilleur mélange pour l'expresso. Et qui sont ouverts au public, enfin je veux dire le public peut assister à ces championnats ? Bien sûr, ça a commencé hier, aujourd'hui dimanche, il y a encore des épreuves, encore lundi, donc vraiment 3 jours de fête. En tout cas, on peut venir aujourd'hui et demain, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. David Serruis, j'ai au téléphone quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Thierry Layec, le rédacteur en chef de Gourmet Cup Magazine, qui est partenaire du Paris Coffee Show, n'est-ce pas ? Qui est un des partenaires du Paris Coffee Show. Voilà. Tout à fait, Bonjour Thierry Layec. Bonjour à tous. Alors Thierry, en plein dans le Paris Coffee Show, ça sent le café partout ici en studio. Thierry Layec, vous êtes un peu la voix des professionnels, vous. Qu'est-ce que c'est Gourmet Cup Magazine au fond ? Alors Gourmet Cup Magazine, c'est un trimestriel dont l'objet, la vocation est d'apporter de l'éducation autour du café, mais pas que, puisqu'on parle aussi
cacao, on parle aussi thé, infusion dans ce magazine. Et c'est un magazine qui existe depuis 2014. Mais enfin, mais le café est quand même la partie un peu emblématique de Gourmet Cup. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment la porte d'entrée. Et ensuite, on va sur tous les autres territoires. Parce qu'on s'aperçoit que le café a des cousinages avec le thé, avec le cacao. Et en fait, on s'en aperçoit en visitant le Paris Coffee Show. On s'aperçoit que nombre d'exposants thé sont présents. Idem sur le cacao qui suit étrangement la trajectoire du café de spécialité en ce moment. D'ailleurs, nous aurons tout à l'heure ici en studio Vincent Ballot qui est MOF torréfacteur, meilleur ouvrier de France torréfacteur. Lui, il s'occupe du café donc, et sa femme Barbara Ballot qui s'occupe chez Lagrange des infusions et du thé. Là, c'est thé ou café, c'est le couple. Hein. On leur parlera tout à l'heure justement de cette ambivalence. Mais dites-moi Thierry Layec, comment se porte le café à l'échelon mondial? On entend qu'il y a une tension évidemment sur les matières premières et sur l'énergie, on n'en parle même pas. Comment se porte le café dans le marché mondial? Mondialement, en fait, il y a toujours une consommation, une production. C'est vrai que sur la période précédente donc de la pandémie, il y a eu quelques tensions. Il y a eu une redistribution aussi de la consommation, mais globalement, on est toujours en hausse en fait sur la consommation du café. Bien entendu, il y a le café dit conventionnel, celui qu'on va acheter un petit peu partout, en grande surface. Puis, il y a aussi le café de spécialité qui continue de croître parce qu'il y a derrière ça énormément de valeurs qu'on essaye de faire partager au public. Et là, il y a un engouement de plus en plus important auprès de la filière. Là, je pense que vous faites plaisir à David Service, hein, le président du collectif Café. C'est vrai que le café, là, on a parlé un peu de la situation mondiale, hein, sans trop faire le détail, mais en France, comment il va le café? Il se porte bien, il se porte mieux? Le café en France se porte bien, se porte mieux, oui. Par rapport à la pandémie, évidemment. Hein, il y a eu par rapport à la pandémie. Alors en fait, bizarrement, pendant la pandémie, on a pu constater énormément de nouveaux projets d'ouverture de coffee shop, d'ouverture de torréfaction, des micro-torréfactions qui émergent partout en France. Et donc il y a un vrai dynamisme. Alors les chiffres, on les a pas encore. Et très difficile de consolider tous les chiffres, mais sur la torréfaction, il y a un engouement incroyable, d'autant que, mais je pourrais peut-être laisser la parole à David Service, parce que le village des torréfacteurs, c'est un succès incroyable. David Service, comment ça marche chez vos adhérents? Ils ont le vent en poupe? Nous, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a de plus en plus de nouveaux adhérents. Hein, c'est aujourd'hui 3 à 4 par mois, donc des jeunes, comme disait Thierry. Ça pousse, hein, ça pousse fort alors. Ça pousse, mais aussi les coffee shops qui poussent et qui montent aussi en gamme. C'est quoi la différence? Un coffee shop, c'est quoi par rapport à un café, par exemple? Pour moi, la différence, un coffee shop, c'est quelqu'un qui va extraire aussi un bon café. Hein. Les adhérents chez nous, les coffee shops, sont des personnes qui extraient du café de qualité. Alors la différence, en fait, tout simplement, c'est qu'on peut à la fois trouver des boissons gourmandes dans ces coffee shops, des boissons froides, des extractions à froid. Et c'est un peu le bean to bar du chocolat, c'est-à-dire qu'au fond un coffee shop normalement de spécialité, on torréfie ces cafés qu'on achète en verre et après on les sert en les ayant percolés, quoi. Alors torréfié pas obligatoirement. Pas obligatoirement. On se rend compte que au fait beaucoup de coffee shops sont aussi les clients de nos adhérents torréfacteurs. Moi par exemple en tant que torréfacteur, j'ai quelques coffee shops qui sont clients chez moi, qui souhaitent faire du café de qualité, café de spécialité. Qui souhaitent aussi clairement aussi avoir aussi du conseil. Donc on est là aussi pour les accompagner, parce qu'aujourd'hui les torréfacteurs sont là aussi pour former aussi informer le consommateur, mais aussi former les comme un caviste avec le vin, c'est-à-dire faire de la pédagogie, Faire de la pédagogie, du conseil. Aujourd'hui, on ne vend pas un café de France. On vend un café avec
différents terroirs, bien sûr. différents assemblés ou non. Voilà, donc on parle d'un produit agricole, donc voilà, avec ses particularités, que ce soit en Éthiopie, au Cameroun, au Brésil. Voilà, donc oui, on est là, on est surtout en conseil. Et c'est pour ça que notre métier a le vent en poupe, en fait, tout simplement. C'est que aujourd'hui, on est aussi dans dans ce conseil. Voilà, de plus en plus. Vous êtes torréfacteur, donc vous êtes, je dirais, à la base du métier. On n'a pas parlé prix. Je parlais de matières premières avec Thierry Layec. Sur le marché mondial, est-ce que c'est un produit qui a pris énormément? Parce que tout est en hausse, toutes les matières premières alimentaires. Oui. C'est terrible, Vincent. Je veux dire, là, en ce moment, même moi, en tant que torréfacteur, vous faites bien d'en parler, c'est un sujet quand même qui est assez délicat. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est déjà à notre 3e hausse en moins d'un an, parce qu'on a un marché qui est complètement dérégulé. C'est-à-dire qu'on est passé sur des augmentations de matières premières. Après, il y a la parité euro-dollar qui fait aussi grimper comme on achète en dollars. Mais on est à peu près sur des hausses qui sont de 2,50 à 3 € kilo. Alors, ça représente que quelques centimes à la tasse. Il ne faut pas non plus faire peur aux grands. D'accord, non mais attendez, quand vous me dites 3 € le kilo, ça veut dire combien en pourcentage depuis un an? Ça a pris quoi, 50%? Alors, 3 € le kilo, qu'on soit clair, hein, c'est une base. Hein, voilà. Oui, ça a pris, c'est une moyenne, oui, tout à fait. Ça a pris en moyenne, 30. Sur le marché, on est 130%. 130%. C'est énorme. Ah oui, comme vous dites. C'est énorme. Et là, on parle du café vert, hein, et il y a évidemment tout le process derrière, et l'énergie qui est utilisée, généralement du gaz, pour les torréfacteurs. Ouais, l'énergie du gaz, mais ce qui est aussi un peu, là, vous parlez à un homme avec plein de convictions, ce qui est un peu dommage, c'est que ça ne ruisselle pas jusqu'au producteur. Bien sûr. Donc voilà. Et ça, c'est si c'était 130% et qu'on était certain de faire vivre mondialement. Il y a un peu d'éthique derrière ça. Voilà, on serait, j'ai envie de dire, je serais pas malheureux parce que on informerait beaucoup plus le consommateur, et je pense que le consommateur s'y retrouverait aussi. David, là, c'est de la dérégulation, tout à fait. Ouais. Restez avec moi encore quelques minutes. Thierry Layec, je vais vous libérer, mais je voulais juste savoir, dans le numéro actuel, le dernier sorti, quels sont les points importants sur le café dans Gourmet Cup Magazine qu'on trouvera sur le salon? Alors, il y a un focus très important sur le Pérou. Justement, David évoquait l'augmentation du prix du café vert. Il se trouve que certains acheteurs des coopératives ne peuvent plus suivre, en fait, et sont en difficulté pour acheter à leurs producteurs du café vert au prix qu'il affiche désormais. Prix supportable, oui. Voilà, c'est ça. Donc là, on a aussi une tension qui est en train de se créer de ce côté-là. Alors, a priori, c'est une bonne nouvelle de voir le prix du café augmenter. C'est qu'il y a de la demande. C'est qu'il y a de la demande, oui. C'est qu'il y a de la demande, sauf que en fait, certains acheteurs ne peuvent pas suivre. Oui, au deux bouts de la chaîne. Hein. Le producteur et le consommateur en pâtissent, bien évidemment. Merci beaucoup Thierry Layec. David Serruis, restez avec moi. On se retrouve dans une minute pour continuer à parler du Paris Coffee Show. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on a passé la moitié de l'émission, 10h30, c'est encore l'heure du café, ça tombe bien, c'est tout café ce matin et rien d'autre. On est toujours en ligne avec David Serruis, le président du collectif café, qui, alors lui, il est bloqué au Paris Coffee Show toute la journée, ça a commencé hier, ça continue demain avec plein de choses. Il nous en parlait il y a quelques minutes, il nous le rappellera. Et nous accueillons ce matin en studio, tout fraîchement débarqué de Franche-Comté, les époux Ballot. Vincent Ballot, bonjour. Bonjour Vincent. Barbara Ballot, bonjour. Bonjour Vincent. Alors c'est le couple que l'on surnomme le couple thé ou café, puisque il y a le choix chez eux. Hein. C'est absolument extraordinaire. Chez Lagrange, qui est votre société, vous êtes MOF torréfacteur, donc vous occupez du café, mais madame, c'est les infusions et le thé. Et oui, et toc. Et c'était même d'abord déjà les infusions et le thé. Ah, bien avant. Ah oui, le café n'est venu que accompagner ce doux breuvage qu'est l'infusion et le thé. On sent qu'il a envie de la paix des ménages. Et retoc. David Serruis, quand on parle du Paris Coffee Show, Thierry Layec nous disait pas que du café, il y a aussi tout ce monde de l'infusion, tout ce monde de la boisson chaude, hein, chocolat chaud, infusion, qui vient se greffer sur le monde du café. Oui, bien sûr, on a quelques partenaires qui sont des assembleurs de thé et d'infusion, voilà, et aussi des sponsors, ouais, tout à fait. Ouais. Et pourquoi? Parce que en fait, c'est l'eau chaude le dénominateur commun?
Ouais, j'aurais envie de dire, ça peut être quelque chose, mais pas que. Je pense que c'est aussi le fait... un moment, peut-être, un moment de la journée, une consommation, voilà. Barbara vous en parlera un peu plus, mais je pense que c'est aussi du terroir, c'est aussi voyager, c'est aussi... c'est devenu un complément aussi chez nos clients, par exemple, de la restauration, nos clients particuliers aussi, grand public, voilà. Ouais, bah oui, parce que en fait, les moments de consommation sont multiples, les produits sont de plus en plus diversifiés. D'ailleurs, Vincent Ballot, on s'en rend bien compte. Aujourd'hui, quand on rentre chez un torréfacteur, c'est une multiplicité de produits autour du café. Absolument, il faut savoir changer un peu de fusil d'épaule, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, l'accompagnement, la boisson chaude est un instant de convivialité, et Barbara effectivement en parlera, mais le lien commun à tout ça, c'est quand même la caféine un peu, que l'on retrouve dans le thé, et puis des histoires autour de cette infusion. Vous voulez dire que la théine et la caféine, c'est la même substance? C'est la même molécule en tout cas, oui. Alors on l'appelle théine dans le thé, on l'appelle caféine dans le café? Absolument, mais ça... Et pas chocolatine dans le chocolat? Et pas chocolatine dans le chocolat, mais il y a voilà, ce sont des substances qu'ont développé les plantes, que ce soit l'espèce Coffea arabica et canephora pour se défendre des insectes, un espèce d'insecticide. Et le thé, c'est pareil, dans le Camellia sinensis, la théine, le caféine s'est développé aussi comme un espèce d'insecticide pour éviter les prédateurs. Incroyable, on apprend des trucs. En fait, donc, on se dope tous les jours, et c'est permis avec un insecticide, en fait. Absolument, on fait les malins à s'empoisonner, mais c'est un poison qui est quand même un énergisant. C'est ce qu'on appelle les alcaloïdes, absolument, la ça fait partie des alcaloïdes, tout à fait. Oui, il y a des choses très très nocives chez les alcaloïdes. Il y a des alcaloïdes un peu compliqué. D'ailleurs, David Serruis, dans le collectif Café, vous disiez on fait de la pédagogie. Et est-ce qu'on fait aussi de la santé? Est-ce qu'on fait des études? Est-ce qu'on finance des études? Parce qu'on entend dire parfois que la caféine, c'est dangereux, notamment pour le rythme cardiaque, pour un tas de choses, alors que d'autres vont vous dire que c'est la panacée universelle. Alors, vous dire qu'au collectif, on fait des études, ça serait vous mentir. Ouais. On a déjà, lors de différentes éditions, et encore cette année, parlé Café Santé, voilà, donc avec une grande spécialiste qui est Astrid Delling, par exemple, tout à fait. Mais on n'a jamais réellement fait d'études poussées. C'est pour ça que sur ce sujet, si vous voulez, on nous entend pas souvent. On reste soft. Voilà, on reste soft parce que voilà. Et par contre, c'est de plus en plus. C'est vrai que c'est une belle idée et je pense qu'il faudrait. Là, quand j'entends parler Vincent, quand je vous entends parler, quand j'entends parler Barbara, même moi, vous voyez, qui est torréfacteur depuis seulement une dizaine d'années, j'apprends des choses et on rentre aussi dans la pédagogie. Et en tant que professionnel, on en apprend aussi tous les jours et je pense que c'est important aussi qu'on s'y penche sur ce sujet. Merci beaucoup, Président. Je vous laisse retourner dans la frénésie du Paris Coffee Show parce que vous avez fait l'amitié de quitter le show quelques minutes pour faire partager votre passion avec les auditeurs de Sud Radio. Merci beaucoup. Moi, j'y passerai tout à l'heure. Je viendrai cet après-midi. Allez, je viendrai vous voir. À tout à l'heure, alors Vincent. Merci beaucoup. On convie tout le monde. Je vais rester avec Vincent Ballot parce qu'on parlait du côté santé du café et de cette substance, la caféine, qui est cet alcaloïde toléré, on va dire, parce que à forte dose, c'est assez rare qu'on aille vraiment jusqu'à des catastrophes. À l'origine, le café, avant d'être torréfié, on consommait déjà le fruit, puisque ça vient de l'Afrique de l'Est. Oui, en fait, l'origine du café, c'est le berceau du café, c'est le berceau de l'humanité, c'est l'Éthiopie. C'est là qu'effectivement, la légende dit que au Xe siècle, un berger, un jour, voyant ses chèvres passablement énervées après avoir... J'aime bien le terme, passablement. Après avoir dévoré un petit arbre à feuilles persistantes, luisantes, vertes, trouvait ses chèvres effectivement énervées. Et puis il a pris ce rameau d'arbre qu'il a présenté au chaman local, qui lui a dit, mais ça doit être l'émanation du diable. Il l'a jeté au feu et la légende veut que elle a un parfum merveilleux, ce soit... C'est un peu une légende, mais en tout cas, ça fait plaisir. C'est quand même une légende qui fait quand même son effet. Le berger Kaldi en question, dans la forêt de Kaffa, aurait découvert ce caféier. Et cette substance particulière, la caféine, cet insecticide que la plante a développé, effectivement, est présente dans tout. C'est-à-dire dans la cerise de café, dans les feuilles, dans l'écorce. Et dans la graine, c'est ce qu'on consomme dans le café. Voilà, dans la cerise de café, et donc dans le noyau de la cerise que l'on va ensuite traiter
fermenter et ensuite déguster. Alors, je vois votre femme boire vos paroles. Barbara, est-ce que c'est vrai qu'à la maison, il y a un vrai clivage? Est-ce qu'il y en a un qui boit du café et l'autre qui boit que des infusions et du thé? Ou est-ce que c'est juste dans la société Lagrange? En fait, c'est surtout ça dépend des moments de la journée. Donc le matin, on commence souvent par un thé tous les deux. C'est vrai. Et après, selon les moments de la journée, on va boire du café ou de l'infusion thé. Mais on n'est pas exclusif. Et en revanche, il ne faut pas qu'on se marche sur les plates-bandes de l'un et de l'autre. Ah oui, j'ai bien compris que les chèvres, même si elles sont passablement énervées, seront bien gardées si chacun garde son café. Alors, d'ailleurs, je voudrais abonder dans votre sens, Barbara Ballot, parce que j'ai vu des photos. Figurez-vous que Vincent Ballot, notre MOF torréfacteur, il revient d'Éthiopie. Il a été faire un voyage, il en fait plusieurs par an, parce que vous allez nous expliquer pourquoi. D'ailleurs, vous avez des actions que vous menez là-bas. Et sur la table, dans la photo Instagram de votre compte, Vincent Ballot, eh bien, le matin, il y avait une tasse de café. Ça m'a surpris d'ailleurs. Une tasse de thé, pardon. De me dire qu'en Éthiopie, avant d'aller faire un atelier café, vous buvez du thé. J'aime provoquer. Mais non, je ne débute jamais la journée sans boire une excellente tasse de thé. C'est fou, ça. Surtout quand c'est ma femme qui l'a choisi et sélectionné. Mais c'est vrai que le thé a cette vertu apaisante du matin et j'ai du mal à commencer par un café. Ah bon, vous voulez vous apaiser avant de vous exciter, vous, c'est ça? Absolument. Ah bah voilà. Parce que chacun sa méthode. D'expérience, il vaut mieux. Oui, il vaut mieux dans ce sens-là. Alors, Vincent Ballot, pourquoi allez-vous si souvent en Éthiopie, en dehors du fait qu'on l'a compris, c'est le berceau du café, donc c'est un peu la Mecque du café, c'est là que tout a commencé. Mais c'est là que tout a commencé. Vous menez des actions là-bas? C'est vrai qu'on a un projet en Éthiopie depuis quelques années maintenant qui a été initié, là encore par Barbara. C'est à la suite d'une rencontre en 2018 avec deux personnes importantes et assez remarquables. Martha de la société Paris Addis, qui est une Éthiopienne qui travaille en France, qui est là pour qui aime valoriser son pays d'origine. Et puis l'ambassadeur d'Éthiopie en France, Enoch, le fameux Enoch, qui lors d'une conférence où Barbara était présente. Et oui, parce qu'à l'époque, elle s'occupait moins d'infusion et plus de l'Assemblée nationale. Elle s'occupait de l'Assemblée, effectivement, de la gastronomie, et le café faisant partie de la gastronomie, effectivement. L'idée était, suite à une remarque de l'ambassadeur très juste, qui disait que beaucoup de pays producteurs envoient du café brut dans les pays consommateurs avec effectivement très peu de marge, et que la marge est faite effectivement pendant les 10 minutes de la fin de vie du café, c'est-à-dire pendant la torréfaction, et qu'il n'était pas très logique que les pays producteurs ne fassent pas plus de marge que ça. Et donc l'idée est venue non pas de leur apprendre à torréfier, puisque vous l'avez bien compris, les Éthiopiens ont quelque part théorisé la torréfaction, en tout cas pour leur donner les standards de torréfaction, les standards de la SCA, de la Specialty Coffee Association, qui permet effectivement de torréfier de manière qualitative. Et l'idée est venue de monter une école de torréfaction en Éthiopie. Et c'est effectivement la première séance qui devait avoir lieu l'an dernier au mois de novembre, a été reportée pour des raisons diverses et variées. Et cette année, au mois d'août, effectivement, on a donné notre premier cours à une douzaine d'étudiants, si on peut les appeler comme ça. École de torréfaction aux origines du café. Aux origines du café. Parce que c'est pas que les origines du café, l'Éthiopie, c'est aussi l'origine de l'humanité. C'est l'origine de l'humanité, oui, puisque le fameux grand rift africain, le grand rift africain que Coppens aussi avait fait sortir effectivement de l'anonymat avec cette Lucie qu'il avait découvert, et effectivement montre que l'Éthiopie est un pays merveilleux qui regorge de ressources, et c'est une expérience fabuleuse d'apprendre entre guillemets les grands principes de torréfaction, des réactions chimiques de la torréfaction aux Éthiopiens. Vous qui nous écoutez ce matin sur Sud Radio, nous sommes tous des Éthiopiens. Enfin, en tout cas, pour nos ancêtres. Allez, on se quitte une minute et on se retrouve pour cette merveilleuse histoire du café. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ce matin, mes amis, nous faisons une sorte de grand jacuzzi dans une énorme tasse de café. Ça sent bon, on est bien, il n'est pas trop chaud, on est juste un petit peu affalé en studio. On a eu notre petit café du matin et on reçoit Vincent Ballot, meilleur ouvrier de France torréfacteur, et son épouse Barbara Ballot, qui est meilleure ouvrière de Marnay pour ce qui concerne les infusions et le thé. Juste avant la publicité, Vincent Ballot nous disait en fait qu'il est en train de monter des écoles de torréfaction en Éthiopie, le berceau du café. Ça reste un grand cru, le moka d'Éthiopie. Je veux dire, vous qui goûtez au café du monde entier, est-ce qu'aujourd'hui ce moka éthiopien est au top niveau sur le marché mondial ?
Alors c'est difficile de parler de top niveau parce qu'effectivement il y a énormément de pays qui produisent maintenant des variétés botaniques de café exceptionnelles, qui travaillent le café, qui le fermentent de manière exceptionnelle. Et sur les grands concours, les Moka d'Éthiopie font encore effectivement des très très bons scores, mais ils ont en tout cas une volonté de revenir dans le trio de tête des grands pays, à la fois producteurs mais aussi avec des qualités particulières. Le café d'Éthiopie a quand même une note de floralité, une note un peu de jasmin, difficile souvent à détecter, et des crus qui sont fabuleux. Les crus de la région de Sidama sont magnifiques, les crus de Harar sont superbes, mais effectivement on a besoin effectivement de travailler avec eux pour effectivement revenir dans les meilleurs pays en termes de tasses de café. Alors vous êtes meilleur ouvrier de France torréfacteur, donc vous y allez tout auréolé de votre col bleu blanc rouge, avec une connaissance formidable de la façon de faire, de la technique de torréfaction. Mais vous, Vincent Ballot, qui en savez déjà énormément, qu'est-ce que vous avez appris au contact des Éthiopiens sur le café ? On apprend l'humilité déjà, puis on apprend que le travail réel qui est fait dans le monde du café, c'est celui du producteur. Et un de nos préceptes, que ce soit à La Grange, le café à Marnay, en Haute-Saône, mais aussi dans la Specialty Coffee Association, dans la SCA, c'est de travailler sur des piliers principaux qui sont d'abord rémunérer le producteur et lui payer au prix qu'il fixe lui. On paye le café au prix fixé par le producteur. Le deuxième principe, c'est effectivement que les cafés soient cueillis à maturité, cueillis à la main, et sur une échelle de 0 à 100, sur une échelle de notation de 0 à 100, il faut que les cafés aient une note supérieure à 80. Ça veut dire que le fruit doit être bon, parce que c'est une baie. C'est une baie, le café. Il faudrait que le fruit autour du grain soit bon. Il faut que le fruit soit bon, il faut que le terroir soit bon, effectivement, il faut que le travail de la plante soit bon. Il faut que tout ça matche, on va dire, pour que le cahier des charges soit suivi, pour qu'à la fin on arrive à quelque chose de bien. Et on apprend effectivement au contact des Éthiopiens le travail incroyable qui est celui de cultiver le café. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la torréfaction intervient que sur une dizaine de minutes à la fin de la vie du grain, mais le travail qui est fait en amont sur la sélection des plants, sur le travail de la plante caféière, sur la taille, sur la fermentation, sur la cueillette, etc. est un boulot de dingue qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Et effectivement, il est important quand on va au contact des producteurs de s'apercevoir de la difficulté de ce travail. Barbara Ballot, on parle c'est merveilleux, moi ça me fait rêver d'entendre parler votre mari, et je vois que vous aussi vous êtes à l'écoute, parce que c'est un monde extraordinaire que celui du café, qui nous touche de tellement près, parce qu'il est dans nos foyers le matin, il accompagne notre journée, ce café, on aime bien comprendre d'où ça vient. Mais dans le thé, c'est parfois même plus compliqué que dans le café, parce que autant le café on le récolte à maturité, quelle que soit la technique utilisée, etc. Le thé, on le récolte à différents stades, selon les terroirs, selon les pays, les grandes nations, la Chine, l'Inde, le Sri Lanka bien sûr, mais d'autres beaucoup plus émergents. Il y a une diversité de thé, c'est encore plus dingue que le café, non ? Encore plus, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, on fait plusieurs cueillettes dans la même saison. Et la grande différence avec le café, enfin il y a plusieurs différences. Déjà, on a parlé de caféine tout à l'heure. Le thé, c'est parce qu'il y a la théine, les tanins qui sont autour de la molécule, ce qui fait que dans le sang, ça se diffuse un peu plus lentement. D'accord. Donc ça, c'est déjà une grande différence. C'est moins violent, quoi. Voilà, c'est moins violent. La chèvre est un peu moins excitée dans le thé, avec du thé qu'avec du café. Et puis, il y a les parties, on peut cueillir plusieurs fois sur le même théier, et d'ailleurs ça fait ces magnifiques tables de récolte que l'on peut voir et qui forment d'ailleurs de jolis dessins dans les théiers. Et là on récolte d'abord les 2 toutes premières feuilles au-dessus, et la 3e et 4e feuille peut être récoltée aussi. Et c'est avec ces feuilles-là, justement, qu'on va faire oolong, thé noir, etc. Et ensuite, on la laisse oxyder. Et là, ça devient ce que nous, on appelle ici, en Europe, du thé noir. Alors que là-bas, c'est plutôt appelé du thé rouge. Et quand on la fait fermenter, cette fois-ci, alors, c'est du thé fumé, du thé sombre chez nous.
Vous arrivez à vous parler à table ou chacun parle de son truc et n'écoute pas l'autre? Comment ça se passe chez les ballots? Généralement, à la maison, quand les femmes causent, les hommes se taisent. Et c'est bien comme ça. C'est bien. Je vois que vous voulez pas la guerre. C'est bien, Vincent Ballot. Dites-moi pour autant, quand j'écoute Barbara parler du thé, je me dis qu'on est quand même en territoire de connivence hein, avec le café, avec ces boissons chaudes. Il n'y a pas d'essai de faire infuser la feuille du caféier? Alors, faire infuser la feuille du caféier, non, parce qu'on n'a pas obtenu des choses intéressantes. On peut travailler sur beaucoup de produits autour du café. Effectivement, on a parlé tout à l'heure de la cerise, de la pulpe, qui maintenant peut être utilisée sur des infusions. Et Barbara va bientôt, avec sa fille, sortir une infusion de cerise de café qu'on appelle la cascara. On peut utiliser beaucoup de choses dans le café, mais on n'utilise pas la feuille, en tout cas pour ses vertus, et on préfère utiliser le fruit. Écoutez, hein, on a raison hein, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment délicieux. Vous allez peut-être faire un tour sur le Paris Coffee Show. Vous voulez qu'on y aille ensemble? Bien sûr, moi j'irais bien effectivement y retourner cet après-midi. J'étais déjà hier, mais c'est vrai qu'y retourner cet après-midi avec vous sera un plaisir et on pourra déguster, j'en suis sûr, un excellent café de spécialité sur le Paris Coffee Show. Ah bah il y en a. Hein. Il y a quand même des belles maisons. Hein. On est d'accord. Il y a des belles maisons. Il y a des très beaux torréfacteurs. Il y a des très beaux torréfacteurs et c'est vrai qu'on peut encourager effectivement nos auditeurs à franchir la porte de nos torréfacteurs pour sentir effectivement ces effluves de torréfaction que l'on sent dans les villes, dans les villages, dans les quartiers où ils travaillent. Ça, c'est intéressant. En attendant d'aller à Addis Abeba pour goûter le café torréfié par les Éthiopiens eux-mêmes. Mais ça, hein, dans quelques mois ou au moins quelques années, quand ils auront bien appris de vous. Alors, j'ai passé un coup de fil ce matin, vous ne m'en voulez pas, mais sur le Paris Coffee Show, c'est un des bâtiments qui se trouve dans ce parc floral de Paris, parc floral de Vincennes, là. Et juste à côté, il y a un autre grand événement gastronomique, c'est Omnivore, le Syrah Omnivore, et j'ai le patron du Syrah Omnivore, c'est Romain Rimbaud. Bonjour Romain. Bonjour Vincent. Merci d'avoir pris quelques minutes dans la frénésie d'Omnivore pour nous parler. Alors Omnivore, c'est une sorte de festival, hein. C'est vraiment la fête de toutes les cuisines. C'est exactement ça, c'est un festival qui dure 3 jours, on y parle de cuisine, on y parle de produits, on y parle de cocktails, on ouvre grand les horizons. Bon, en ouvrant. Et j'ai vu que cette année, l'Afrique était à l'honneur. On parlait du café éthiopien, puisqu'il revient d'Éthiopie, notre ami Vincent Ballot. Et l'Afrique est à l'honneur sur Omnivore. C'est ça, on s'intéresse dans le cadre du festival chaque année à un pays. Là, on a pris tout le continent. On imagine aussi qu'il y a des choses à aller chercher en Afrique par rapport aux problèmes qu'on peut connaître. Il y a beaucoup de questions sur le festival de souveraineté alimentaire, de changement de culture. Donc on s'intéresse effectivement au fonio, au sorgho, au congo et à beaucoup de chefs africains qui sont présents sur des démos et sur des tables rondes. Voilà. Écoutez, franchement, moi j'aime bien parce que on y fait des découvertes chaque année. Omnivore, c'est un peu le défricheur hein, de notre assiette. Oui, c'est beaucoup ça. Donc on défriche toute l'année. On va sur le terrain, on essaye de rencontrer les chefs, les cuisiniers et cuisinières qui font un peu bouger les assiettes. Après, il y a aussi quelques grandes figures de la cuisine. C'est vraiment le grand rendez-vous, mais on manque particulièrement sur la jeunesse qui représente pour nous l'espoir, peut-être les solutions aussi. Donc il y a beaucoup de propositions. Il y a à peu près 150 masterclass en tout. Oh là là, c'est dingue. Donc il y a un gros programme. Le plus dur finalement, c'est de faire des choix. Et puis on peut passer d'un salon à l'autre parce que chaque ticket, celui du Paris Coffee Show et celui d'Omnivore, ouvre l'autre. Hein, c'est ça. Donne le droit à une entrée dans l'autre. On n'arrive plus à se séparer. On avait lancé ça l'an dernier et puis on a voulu recommencer et voilà, il y a beaucoup de liens entre nous. Il est normal qu'un beau repas se termine par un café. Hein. Enfin, c'est pas Vincent Ballot qui va me contredire. Hein. Absolument. Mais les chefs l'ont compris tardivement. Oui, mais ça vient. C'est comme les Éthiopiens. Je le confirme. Il faut du temps. Romain Rimbaud, un dernier mot. Si on vient cet après-midi, allez chez nous. Qu'est-ce qu'il y a comme au programme qui peut nous intéresser?
Ah bah il y a à boire et à manger évidemment. Ouais, il y a à penser, à réfléchir, et puis nous le dimanche c'est aussi l'occasion de remettre quelques prix. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Il y a beaucoup de jeunes chefs qui vont être récompensés. Après il n'y a pas d'histoire chez nous de notation, de classement, mais c'est simplement des gros coups de cœur qu'on a eu cette année. Non, c'est un peu l'école des fans, hein, tout le monde a 10. Hein, c'est toujours des moments très émouvants en tout cas. Merci beaucoup Romain, je vous laisse repartir parce que je sais que vous êtes accaparé. Mais c'était sympa ce petit coup de fil. Et à cet après-midi alors? Bah oui, on vient tout à l'heure, hein, le temps de boire un café quand même. Vincent Ballot, merci d'être venu. Barbara Ballot, merci d'être venue. Merci Vincent. Nous donner envie. On n'a pas tranché ce matin entre café et thé, mais enfin moi j'ai quand même une forte propension à préférer le café le matin. Bon, et il a fallu quand même la disparition de la reine d'Angleterre, je vous l'avoue, pour que je me replonge dans une tasse d'Earl Grey avec un nuage de lait. Et c'était un hommage à la reine d'Angleterre. Charles Earl Grey qui a reçu de la bergamote en cadeau, qui ne savait pas quoi en faire et qui l'a mis donc dans son thé anglais. Et voilà, pour le plus grand plaisir de feu Elisabeth II d'Angleterre, que l'on regrettera dans les magasins de thé, parce que je pense que c'était une sacrée connaisseuse. Et ben voilà les amis, petite pause jusqu'à la semaine prochaine où on se retrouvera à la même heure après avoir pris notre petit café, et oui, et on parlera des solutions de restauration mobile que sont les food trucks, figurez-vous. Après le journal de 11h, on retrouve Alexandre Devecchio qui se pose la question, mais que trouve-t-on dans la tête de Vladimir Poutine, que se passe-t-il donc? Et c'est son invité qui répondra, l'auteur Giuliano d'Empoli, l'auteur du roman Le Mage du Kremlin. On en saura plus tout à l'heure. Et puis après, ce sera au tour de Nathalie Schran-Guillerma qui met toujours l'accent sur les belles entreprises françaises. À dimanche prochain pour faire le marché ensemble. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.